Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. Alors comme chaque semaine, nous allons passer l'actualité en revue. Nous allons parler par exemple d'harcèlement, bien sûr, de misère, de sondage, de parité et de tradition. Pour analyser et commenter tout cela, 2 invités politiques et 4 experts. Il est tout d'abord spécialiste en gastro, mais il n'est pas médecin. Il est chroniqueur en nourriture terrestre et souvent liquide. C'est un vrai gastronome. Bonjour Eric Boschmann. Je suis scotché. Bonjour Jean-Jacques. Elle anime Touche pas à mon pote, et bientôt un cercle d'affaires, et même déjà un cercle d'affaires pour être exact, mais c'est aussi une journaliste. Bonjour Béatrice Collini. Bonjour. Il aime pointer nos turpitudes bruxelloises avec bagou. Bonjour Pierre Chaudoir. Bonjour à toutes et bonjour aux filles surtout, et je ne les harcèle pas. Des années d'expérience journalistique n'ont pas altéré sa juvénile vitalité. Bonjour Gabriel Lefebvre. Bonjour Jean-Jacques. Alors on commence avec cette prise de parole publique des femmes victimes d'harcèlement dans le cadre professionnel. Cela a commencé par Hollywood, puis il y a eu Balance ton porc sur Twitter, avec des dénonciations souvent anonymes, et MeToo, qui à l'image d'Alyssa Milano, a permis des témoignages de femmes victimes elles aussi. Mais d'autres professions se sont plaintes dans la foulée, comme les avocats stagiaires. C'était dans M, le mag de la rédac, avec Maître Godard qui suit ce dossier. Je pense que ça touche tous les avocats. Évidemment, il y a plus de possibles... plus fréquemment, ça arrive aux avocats qui sont dans leurs premières années, qui ont moins de réflexes, peut-être moins de répartie, qui ont peut-être plus de pression, où il y a un rapport économique et, entre guillemets, hiérarchique entre les avocats qui est plus important. Donc ça touche plutôt, évidemment, la jeune génération que la vieille génération. L'idée, c'est libérer la parole et accompagner les victimes. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un double problème. En fait, il y a un double constat. Comme toute victime de harcèlement sexuel, il y a une difficulté pour la victime d'en parler. Et il y a une spécificité qui est liée à notre profession et à notre métier, c'est qu'on est, entre guillemets, un peu en vase clos. Et si vous voulez aller dénoncer les faits de harcèlement sexuel, c'est difficile d'aller en parler à un confrère, parce que ce confrère lui-même peut connaître le confrère qui est présumé harceleur. Donc, il y a une volonté de la victime de préserver son image. Donc, ça encore ajoute un frein à la libération de la parole. Alors tout le monde en parle de ce sujet depuis une dizaine de jours maintenant, Eric Boschmann. Alors quelle est votre vision des choses? Moi je suis très circonspect. Je pense qu'il y a effectivement d'énormes problèmes de harcèlement dans plein de métiers, et pas uniquement vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des hommes aussi, ça existe. Le harcèlement est un problème global, un problème moral important. Je pense que cette espèce de grande lâcheté de la dénonciation anonyme, sans jamais citer les noms, est absurde. Ça fait perdre beaucoup de temps à tout le monde. Ou alors on cite, on dit, et on a des trucs vraiment clairs, ou alors on dit rien. Mais cette espèce de déballage sur Twitter... Twitter est devenu une espèce de fumier ambulant. Je suis beaucoup sur Twitter, et c'est terrible la haine qui est déclenchée sur Twitter. Et cette campagne MeToo, etc., pour moi, en tout cas, oblitère beaucoup le raisonnement des gens pour l'instant. Et c'est terrible. Tout le monde a été harcelé une fois dans sa vie et est très très fier de le déballer. Mais alors, vas-y, dis qui t'a harcelé et va jusqu'au bout. Parce que si c'est pour annoncer un truc qui s'est passé il y a 25 ans et que t'as rien dit pendant 25 ans, ok, la parole a été tenue, mais il y a un moment, il faut réagir. On ne peut pas se laisser harceler, c'est pas normal. Moi, je viens d'un métier où ça se faisait beaucoup à une époque, dans la restauration. Aujourd'hui, ça s'est fort calmé. C'est un métier où il y a beaucoup plus de femmes qu'avant. C'est un métier où elles ont acquis leur place. Aujourd'hui, c'est devenu presque un argument commercial d'être une femme. Mais le harcèlement a diminué quand même, c'est un peu plus intelligent. Ça commence très fort avec Eric Boschmann. Béatrice Collini, pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est un phénomène énorme. Twitter a dit à CNN que le hashtag MeToo avait été utilisé 1,5 million de fois. Il y a vraiment un phénomène, il y a un moment effervescent, comme dirait Durkheim. Moi, je pense vraiment que ce grand déballage, avec ses excès peut-être, avec ses retards, éventuellement, est utile. Parce qu'on est ici en train d'en parler, parce que les hommes en parlent, parce que cette question de harcèlement est devenue vraiment un vrai problème de société, et ça pourrait augurer d'un vrai changement. Il y a d'autres hashtags qui sont sortis. Il y a I have. Vous l'avez vu celui-là? Non. Ce sont des hommes qui disent, bah oui, moi,
j'ai harcelé. Voilà. Maintenant, à partir du moment où il y a un phénomène qui va dans un sens, il y a évidemment sa réaction. Donc, on parle d'épidémie de silence, mais d'autre part, il y a des gens qui parlent d'hystérie de masse. Et puis, je vous parle aussi des attaques violentes vis-à-vis des femmes qui ont le malheur de l'ouvrir. Quant à Balance ton port, on m'a demandé cette semaine, est-ce que vous êtes d'accord de parler pour notre journal et d'encourager les femmes à balancer, à donner des noms, etc. Et personnellement, j'ai dit non. J'ai dit non parce que d'abord, il y a suffisamment de gens pour le faire, et aussi parce que faut pas rigoler, il y a quand même encore des entreprises entières, des secteurs entiers, des milliards de femmes qui ne disent pas, parce qu'elles sont avocates, journalistes, politiques, dans un milieu clos, comme a dit l'avocat tout à l'heure, parce qu'elles ont peur de se faire virer. Donc, je rappelle d'abord qu'il y a d'autres lois pour le harcèlement sur le lieu de travail, il y a une loi bien-être, etc. Il y a des lois, donc il y a des DRH, il y a des médiateurs à qui, en principe, on doit pouvoir aller parler. Et ensuite, moi, je leur dirais, parlez-en entre vous, parlez-en entre filles. C'est ce qui s'est passé avec Weinstein. Il y a un effet tribu de femmes. Gardez-en pour la suite de l'émission. Pierre Chaudoir. Mais moi, j'ai fait appel aux anciennes. Donc, j'ai appelé tante Jane, j'ai appelé tante Catherine, Jane Fonda et Catherine Deneuve, qui nous disent tout le monde savait. Jane Fonda a lâchement dit j'aurais dû le dire, je le savais, j'aurais dû dénoncer. Il y a une espèce d'omerta qui est claire de la promotion canapé, particulièrement dans le cinéma, qui est mis en exergue ici, et sans pour autant dire que c'est bien ce qu'ils font, mais clairement c'est une omerta qui est insupportable et tout le monde savait. Donc c'est le bal des faux culs. Gabriel Lefebvre. Je pense un peu ça aussi, le bal des faux culs. C'était tellement connu, tellement évident, et je suis tout à fait d'accord avec Béa par rapport à la nécessité absolument indispensable pour les femmes de se regrouper, de faire appel à leur syndicat ou de se syndiquer elles-mêmes quelque part, créer quelque chose et travailler, parce que seule cette espèce d'indépendance économique et financière que l'on peut avoir permet de parler d'armes avec des armes égales contre d'éventuels supérieurs, disons harceleurs et autres. Sans ça, ça ne sert à rien, c'est un déballage que je trouve grossier quelque part et assez vulgaire. Je pensais que les femmes auraient peut-être plus d'esprit pour résister à quelque chose qui est extrêmement bien connu. Eh bien, on va demander l'avis de nos invités politiques. Il s'agit de Viviane Tettelbaum et Francis Delperrey. Il négociera en 2014 à la hauteur de la table. Donc nous ont rejoint Viviane Tettelbaum, députée bruxelloise et maire, Echevine Excel et président du Conseil des femmes, et Francis Delperrey, qui est député fédéral CDH et qui préside le Conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre. Alors, je posais la question à la présidente du Conseil des femmes. Quelle est votre attitude à vous par rapport à ce déferlement de dénonciation? Est-ce que c'est quelque chose de positif ou est-ce que c'est quelque chose de négatif? C'est évidemment quelque chose de positif. Ça veut dire que enfin la parole se libère un peu, que l'omerta est brisée. Ça veut dire que certaines femmes osent parler, osent dénoncer, et qu'il y a aussi un élan de solidarité de la part d'autres femmes, comme avec le hashtag MeToo. Maintenant, moi, je voudrais quand même dire que il ne faut pas reporter ça sur la solidarité entre femmes. C'est pas aux femmes de nouveau non seulement d'être victimes et aussi de résoudre le problème. C'est important que les pouvoirs publics prennent en charge cette problématique, et c'est important que la honte change de camp. Ça, ce sont les deux pierres angulaires, je pense, de la problématique qui est soulevée aujourd'hui. Moi, j'ai pas envie de parler de déferlante. Moi, j'ai envie de parler de, finalement, des femmes qui osent dire ce qui leur est arrivé. Et que ce soit il y a un mois ou que ce soit il y a 15 ans, quand un harcèlement brutal, violent, quand un harcèlement sexuel fait irruption dans la vie de quelqu'un, c'est pas toujours facile d'en parler, on le sait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle beaucoup à cette occasion-ci. Mais parfois, les choses remontent et reviennent de très loin. C'est pour ça que nous, on demande l'imprescriptibilité des faits de viol, par exemple. Mais le harcèlement sexuel, le harcèlement sexiste, on fait partie de cela, même si c'est un effet moindre. Francis Delperrey. C'est une bonne chose. Moi, je ne suis pas un grand psy, mais je me dis tout de même, pour employer une formule connue, qu'il faut mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X, et que, j'entends toujours la formule « la parole se libère ». Non, la personne se libère. C'est un élément essentiel d'une condition d'existence, de respect, de dignité. Maintenant,
le juriste que je suis, a tout de même tendance à dire aussi, les journaux, c'est bien, les médias, c'est bien, les médias sociaux, c'est bien, pourquoi ne pas les utiliser? Mais il y a aussi les tribunaux. Moi, j'entendais, durant cette semaine, Madame Belloubet, le garde des Sceaux française, disant, mais voilà, il y a des femmes qui, sur Internet, font état de cas concrets, précis, qu'elles aillent porter plainte. J'entendais le ministre de la Justice, M. Gaines, jeudi à la Chambre des représentants, dire exactement la même chose. Et ajouter d'ailleurs qu'il faut maintenant, c'est la première fois que j'entends cette formule-là, mais je crois qu'elle est bonne et elle est bien, il faut maintenant écrire un droit pénal sexuel. Voilà, des choses importantes. Donc les choses vont bouger alors. Les choses bougent. Il faut maintenant aussi ajouter une chose, il faut que la parole s'exprime, la personne se libère, mais il faut peut-être aussi que nos services sociaux, nos services administratifs, nos services policiers soient prêts à accueillir la parole, à entendre la parole, à examiner le bien fondé de ce qui se dit. Je crois qu'il y a un programme d'ensemble, prévention, éducation, répression, qui sont indispensables pour exterminer ce fléau social. Réaction rapide de Viviane Tettelbaum. 10% seulement des plaintes trouvent une condamnation au bout d'un certain nombre d'années. 95% des femmes qui portent plainte sont virées de leur travail et c'est le harceleur qui reste en place et c'est la personne qui est victime qu'on va déménager. Il existe des lois, ça fait des années qu'on fait de la prévention, ça fait des années qu'on demande une meilleure écoute des services de police, des services de justice, de l'ensemble des acteurs et actrices sur le terrain. Ça fait des années qu'on obtient pas à pas très peu de choses et donc je pense qu'à un moment donné, il faut aussi regarder où ça bloque, pourquoi ça bloque et responsabiliser les pouvoirs publics. Éric Boschmann. Est-ce qu'il ne serait pas fondamental, comme disait M. Delperret, de réinvestir l'enseignement plutôt que de paupériser l'enseignement tel qu'on l'a fait depuis des décennies, de réinvestir l'enseignement, de réinventer le civisme et le vivre ensemble, parce que c'est très beau tous les mots creux qu'on balance à longueur d'année. Vous faites partie tous les deux de partis au pouvoir à des niveaux différents. Regardez les budgets de l'enseignement. Chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, on fait des nouvelles politiques, c'est magnifique, et il ne se passe rien in fine. Ce ne serait pas intéressant de recommencer avec le b.a.-ba, apprendre aux gens, aux hommes et aux femmes à vivre ensemble. Dans certains quartiers des grandes villes, les femmes n'osent plus mettre une jupe quand elles vont prendre un bus ou un tram. Ça, c'est du harcèlement au quotidien. C'est tragique. Vous le découvrez ? Non, pas du tout. Parce que ça fait des années qu'on le dénonce. Mais je découvre qu'il ne se passe rien au niveau des pouvoirs publics. Et bien. vous êtes représentant des pouvoirs publics et il ne s'est rien passé depuis lors. Non, c'est vrai. Apprendre le vivre ensemble, c'est bien. Apprendre le respect de l'autre, mais ça fait partie du vivre ensemble. Gabriel Lefebvre. Il y a de très grandes campagnes contre les stéréotypes, je tiens à rappeler ça, qui ont été financées par les pouvoirs publics. Et il faut continuer ce type de campagne-là et qu'elles rentrent vraiment dans les écoles parce que c'est déjà au niveau de la cour de récréation que ça commence. La force, oui, la force, le harcèlement, l'usage, l'abus de pouvoir, finalement, du plus fort commence déjà là. Le sujet intéresse tout le monde. Béatrice Colligny, rapidement, puis Pierre Chaudoir. Moi, j'ai du mal à intervenir en restant à l'extérieur de ce débat, parce que moi, je fais ça tous les jours avec la SBL que j'ai créée il y a 5 ans, qui s'appelle Touche pas à ma pote, et on va dans les écoles, on envoie des comédiens de la Ligue d'impro par équipe de 3 dans les écoles à partir de 11 ans. On a déjà... Mais donc, ça ne suffit pas. Ça suffit pas, mais je pense que ça va être plus facile de le faire et de le faire plus aujourd'hui. Et pour revenir à la question de tout à l'heure, merci Harvey Weinstein, c'est terrible, mais c'est grâce à ce fait divers déplorable qu'on en parle. Pierre Chaudoir. Oui, à contrario, une histoire très malheureuse avec la malheureuse étudiante Louise qui se fait massacrer par un gars qui est en danger public et qu'on ne peut pas protéger ou qu'on ne veut pas, peu importe. C'est un contraste terrible, quoi. Oui, mais il y a aussi la responsabilité des médias, parce que déjà, si on n'en parlait pas seulement à l'occasion du 8 mars, si déjà on ne mettait pas Quentin à la une d'un journal, d'une interview, alors qu'on sait qu'il était l'auteur de violences qui ont mené à la mort d'une femme, et qu'on fait tout simplement l'impasse là-dessus, on avancerait peut-être un petit peu aussi. Je suis désolé, mais Bertrand Cantat, il était en prison, il était jugé par la justice des hommes. Les lois sont peut-être mal faites, mais à partir du moment où il a payé, est-ce qu'on le poursuit toute sa vie, ou est-ce qu'on se dit qu'à un moment, il est peut-être entré dans un moment de
appelez ça de la rédemption. Vous êtes au CDH, donc je dis non, mais vous pas. Mais appelez ça une rédemption, accepter qu'il puisse. Pas besoin d'être au CDH pour croire en la rédemption. Hein. Justement, c'est pour ça que je le dis. Appelez ça de la rédemption. Et donc, quant à, pour moi, c'est un faux problème, quoi. Bon, pour les femmes, c'est un vrai problème. Oui, ici, mais il a été jugé, il a payé. Mais ici, je crois que la réaction, c'était par rapport aux médias. C'est pas spécialement par rapport à Quentin lui-même. Il fait, je suppose, ce qu'il veut lui-même. C'est le média qui le met en avant. Eh bien, on va passer à un autre sujet où on va rester quand même dans cette histoire de genre, finalement, avec cet accord au Parlement bruxellois de pratiquer la parité au sein des collèges communaux. En tout cas, au moins un tiers des échevins de chaque sexe. Bonne nouvelle, clame Zoé Genot, la chef de groupe écolo au Parlement. On l'écoute. Mais donc nous, déjà, on est satisfait qu'on ait pu travailler sur le sujet, parce que Barbara Tract avait déposé le texte qui a mené à cet accord il y a plusieurs années. On a eu beaucoup de mal pour lancer la discussion, parce qu'on s'en rend compte, au niveau des échevins et bourgmestres, là, les femmes sont moins bien représentées. Chez Écolo, on a 47% de nos échevins qui sont et bourgmestres qui sont des femmes, mais dans les autres parties, on n'est encore qu'à 37%. Donc il faut améliorer la situation. Nous ne sommes pas totalement satisfaits parce qu'on s'est rendu compte que pendant la discussion, qu'il y avait encore énormément de craintes. On nous disait, mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même déroger, ne pas tenir compte du bourgmestre, ne pas tenir compte du président de CPS, ne pas tenir compte de l'échevin flamand? Et là, franchement, on est en 2017, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance, oui, disent Eugène. Allons-y. Oui, bien Orcheline. Bon, c'est un quota. Par exemple, cette loi Shabadabada, un homme, une femme sur les listes électorales. Ça s'appelle la tirette. Hein. Ça s'appelle la tirette, mais c'est un quota qui ne dit pas son nom. C'est dangereux, la tirette. Il ne faut pas utiliser le mot tirette aujourd'hui. Et ça a marché, je pense, au niveau... ça a déjà été utilisé, ça a marché très bien au niveau du Parlement bruxellois. Je pense qu'on était arrivé à 37,6% de femmes, donc c'est quelque chose qui fonctionne. Et donc c'est quelque chose qui doit être, moi je trouve, étendu. Et plus il y aura de la parité, moins il y aura, par exemple, pour revenir au sujet précédent, des situations où il y a des hommes qui imposent, je ne veux pas dire du harcèlement, mais leur volonté sur les femmes. Mais quand même, on ne va pas loin jusqu'au bout, puisqu'on ne va pas au 50-50, Viviane Tettelbaum. Et chez vous, c'est pire, Excel. Parce qu'il y a un seul homme, il y a un seul homme. Mais oui, c'est dans les deux sens. Non, alors il n'y a pas un seul homme. Donc moi j'ai co-signé le texte de Barbara Tract. Et donc les quotas, moi je les appelle des mesures temporaires correctrices, finiront par permettre aux hommes de rester dans la parité, alors qu'aujourd'hui c'est par rapport aux femmes. Je pense que c'est important quand on parle de transparence, quand on parle de nouvelle gouvernance. On a une petite tendance à oublier que l'égalité, c'est peut-être la première chose à laquelle on devrait s'atteler, parce que les femmes sont quand même la majorité de la population, qui reste une minorité politique. Et donc, ce texte a eu un départ difficile. On a entendu même le chef de groupe des filles dire oui, mais si une femme est sur la liste et qu'après, elle est trop âgée, qu'elle n'a pas envie de prendre son job. Oui, et alors, parce que les hommes, ça n'existe pas. Chez les hommes, ça n'existerait pas. Donc, c'est difficile. Maintenant, il y a deux collèges, c'est Evert et XL, où effectivement on est au-delà de la parité. Et le texte maintenant vise la parité, mais effectivement, comme l'a dit Zoé Genot, octroie des dérogations par rapport à différentes situations. Donc on arrivera à un tiers, 2 tiers. Pour XL, pour être plus de femmes que d'hommes. Donc on est à 7 femmes sur 10, nous. Donc on est à 2 tiers, 1 tiers, en arrondissant dans l'autre sens. Voilà, il faudra voir le résultat des élections. Mais je pense sincèrement que d'une part, l'alternance sur les listes, d'autre part, d'avoir des femmes en position de force et donner une image dans laquelle les jeunes femmes peuvent se projeter, avoir des femmes qui prennent la parole, pas seulement sur le sujet de l'égalité homme-femme, mais avoir des femmes qu'on voit en politique, sur les médias, à la télévision, etc., permet aux jeunes femmes, aux jeunes filles de se projeter dans un avenir où elles aussi peuvent prendre la parole de la même manière que les hommes. Alors Francis Delperré, au-delà de cette parité, il y a quand même toute cette question de renouveau politique et de décumul et autres. Mais vous vouliez parler sur la parité d'abord ? Parce que je crois qu'il faut tout de même être précis sur les termes. De quoi parlons-nous ? Il y a d'abord les conseils communaux, comme on vient de le dire, où là, la règle sera désormais la parité. Les collèges, les collèges. Non, moi je parle les conseils communaux. Je préside un conseil communal. Oui, mais là, Attendez, on peut être précis tout de même. Oui.
les conseils communaux. On parlait de la tirette. La tirette, c'est au conseil communal, c'est pas Oui, au c'est collège. les listes. Bon, C'est les c'est les listes listes, de c'est pas les candidats personnes élues. qui Oui. sont... Voilà, les listes de candidats doivent présenter un nombre égal de femmes et d'hommes. Et pour la première fois, aux prochaines élections communales, ce sera une tirette intégrale. Ça veut dire que ce sera vraiment le système Lelouch. Un homme, une femme. Un homme, une femme. Alors qu'à des élections précédentes, c'était globalement qu'il fallait autant d'hommes que de femmes. Donc ça, c'est un progrès qui va être réalisé. Et moi, je m'en réjouis pour les prochaines élections communales, candidatures. 2, c'est le problème du collège, le petit exécutif communal. Mais là, il n'y a pas question de parité. C'est la tiercité, si vous me permettez ce néologisme, puisqu'on dit il y a un tiers. Au moins. Au moins. Minimum. Au moins d'hommes ou un tiers au moins De femmes. Et, contrairement à ce que disait Zoé Genot, il y aura, précisément dans les textes actuels, il y a des exceptions qui sont prévues pour le bourgmestre, pour l'échevin flamand, etc. Donc, Le président du CPS. Pour le président du CPS. et les chevins lombards, Et mais je pas le bourgmestre. précise aussi que le texte, vous savez, le texte n'est pas encore voté, hein. Non. Non, on n'en est qu'à un accord. L'amendement est parti au Conseil Un accord de d'État. principe entre les L'amendement est partis. parti au Éric Conseil Boschmann. Parce que je oui. ne connais pas ce texte, évidemment. Si, imaginons une liste en tirette, imaginons que les voix se portent essentiellement sur des hommes, Ben oui, ça c'est la liberté de l'électeur, ça. et alors on n'aura pas le quota Oui. élu. Mais ça, c'est un cas de dérogation, évidemment. S'il n'y a pas assez de femmes au sein Il y a du un cas de conseil communal dérogation. pour avoir des échevines, par exemple, là, ce sera difficile d'avoir le quota. Imaginons qu'elle n'ait pas les voix, je veux dire, qu'il y ait, que les 5 premiers sur la liste soient des hommes et qu'il n'y ait que 2 femmes. C'est-à-dire que les collèges ne sont pas toujours choisis au nombre de voix. Beaucoup de formations politiques, dans beaucoup de collèges, choisissent leurs échevins et leurs échevines pour différentes raisons et en fonction de différents critères. Il se fait qu'à Ixelles, c'est au nombre de voix et les femmes sont majoritaires. Mais dans beaucoup de communes, c'est le bourgmestre qui, ou la section qui va vers un pôle. Communaux, on est d'accord. Il faut avoir été élu, effectivement. C'est ce que vous expliquez. Comment C'est ce que j'allais dire. Globalement, on s'en fout, c'est plus la peine d'aller voter. Non, parce qu'il faut avoir été élu au conseil communal, bien évidemment. Je veux dire, on reconnaît qu'avec 200 voix, son ministre. Et je voudrais dire une chose, moi je trouve Il y en a qu'il qui faut avoir bourgmestre. beaucoup. Oui, même bourgmestre, Changer même tout bourgmestre. Bruxelles, oui. Dans le casting, il faut beaucoup plus de femmes. parlementaire pour être ministre. Oui, mais je sais. Mais Tandis qu'au conseil communal, vous devez être élu communal on pour va pas être dire- échevin. le Donc, quota de voix est faible. Il faut Ne beaucoup plus faisons de pas femmes un que- débat de droit administratif, s'il vous plaît. Je sais bien qu'il y a quelqu'un ici à cette table qui est très calé là-dedans, mais enfin, bon, on va quand même essayer d'aller un petit peu plus loin. Sur le décumul, il va y avoir 2 élections qui suivent et les gens vont devoir choisir. Vianne Tettelbaum, vous serez au communal et vous serez au régional l'année d'après ? Je pense que Oui. oui, c'est ce qui va se passer puisque le curseur sera mis en 2019. Et pour pouvoir choisir, je rappelle quand même qu'il faut avoir été élu. Donc, c'est pas tout de se présenter. Après, il faut Vous avoir été choisirez élu. en 2019. Et je alors, c'est ça. choisirai en 2019 comme Et- la plupart de Ouais. mes collègues. Et vous, Francis Delperré ? moi, je n'ai pas encore fait mon choix. Je crois que la succession de 2 scrutins, en 2018 pour les communales, provinciales en Wallonie, 2019, les élections législatives, régionales, européennes, vont placer tous les élus de tous les partis devant des choix, je dirais, assez cornéliens. Pourquoi ? Parce que je présente par exemple au communal, comme ma collègue vient de dire, je me présente au communal. À ce moment-là, je vais dire, je suis communaliste. Je suis un communaliste dans l'âme. C'est la collectivité locale qui est vraiment le cœur de mon action et de mon programme. Bon, je suis élu et je vais siéger. Et puis, 1 an plus tard, arrivent les élections fédérales ou régionales. Et là, tout à coup, je prends un autre discours. Dire, ah mais moi, vous savez, moi j'ai des ambitions, mon charisme, c'est la région, c'est l'État, et je me présente aux électeurs. Et là, je trouve que l'électeur, le citoyen, il risque tout de même d'être très désorienté. Et je me demande si, je me permets de dire ça maintenant, de glisser ça dans le débat, je me demande tout de même s'il ne faudrait pas essayer de mettre un peu plus de cohérence, à la fois dans notre langage politique et dans notre les actes. action politique. Cohérence. Un peu de cohérence, ça veut dire quoi? Mais donc, ça veut dire que vous allez choisir. Par exemple, pour moi, la cohérence, c'est l'obligation de siéger. Je suis candidat, je suis élu, eh bien, je siège, effectivement. Et pas le lendemain dire, écoutez les amis, j'ai mieux à faire. Et
un suppléant que personne ne connaît va venir me remplacer. L'obligation de siéger, ce serait, je trouve, un principe de gouvernance particulièrement utile dans notre... Sur le nombre de fois qu'on siège, on le fait avec un minimum. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Sur les votes, pas sur l'activité politique. C'est l'obligation de siéger, l'obligation de rester pour le mandat que je viens de solliciter. Et la deuxième idée que j'ai en tête en termes de cohérence, c'est de dire j'ai l'obligation d'occuper le dernier siège obtenu. Je suis conseiller communal. Je me présente à l'élection régionale ou à l'élection fédérale. Je suis élu. Pas question de rester conseiller communal. Alors, s'il y a par exemple un décumul intégral, je dois prendre le dernier mandat. C'est une voie à sens unique que j'ai empruntée. Je crois que c'est un élément de clarification. Attendez, Viviane Tettelbaum, vous êtes d'accord là-dessus? Mais oui, je pense que c'est vers ça qu'on avance au niveau régional. Moi, je dirais en plus qu'au-delà du décumul intégral, il faudrait peut-être penser aussi à réduire le nombre de conseillers communaux. Nous proposons aussi un échevin en moins. Je pense qu'il faudrait supprimer les suppléants. Ce serait déjà beaucoup plus de clarté. Et peut-être la dévolution de la case de tête aussi, parce que ça, ce sont tous des mécanismes qui finalement enlèvent aux électeurs un pouvoir à travers leur vote. Je précise quand même qu'aux élections communales, il n'y a pas de suppléant. Non. Oui. On prend le suivant dans l'ordre de la liste. Alors restons dans la politique, avec ces sondages qui sont sortis ces dernières semaines, pas très positifs pour les partis traditionnels, c'est un euphémisme, le PS est en complète dégringolade, le CDH est vraiment à la peine, et le MR n'en profite pas vraiment. C'est Écolo et le PTB qui en profitent, ainsi que Défi, exemple avec ce tableau commenté par le PTBiste Michael Verboed. On voit que le MR est en tête, mais en légère baisse. Le Écolo est deuxième parti. PS a baissé fortement. Défi augmente. Et vous êtes cinquième. En se disant que vous êtes cinquième maintenant, est-ce que vous êtes toujours allergique à monter au pouvoir? Non, mais soyons très très clairs. Le PTB est un parti politique et on se bat pour diriger. On se bat pour diriger le pays, ça c'est clair. Après, la question c'est avec qui... Vous aurez la majorité, 50%. Avec qui pour faire quoi? Mais oui, ça, c'est... avec qui alors? La question, c'est qu'il y a toute une série de partis politiques avec lesquels je pense qu'il n'y a pas moyen de discuter. Je pense que Charles Michel, c'est assez clair. Je pense que d'autres partis ont déjà mis des exclusives aussi. Mais au niveau du PS et d'Écolo, on peut mener des discussions. Mais je pense qu'il y a aussi une introspection qui est nécessaire dans leur chef de toute la politique d'austérité qu'ils ont appliquée ou qu'ils appliquent maintenant quand eux ils sont au pouvoir. Comment est-ce qu'eux ils se regardent par rapport à ça? S'il y a une remise en question, nous on est absolument prêts à discuter. Pierre Chaudoir, le paysage a l'air vraiment de changer. Hein. Vous savez, les sondages, c'est un poteau, c'est la même chose de la politique, un poteau d'éclairage sert à un ivrogne, ça sert plus de poids d'appui que d'éclairage. Donc on se rend compte que selon l'époque, eh bien, on est déjà dans des votes anti, on vote plutôt contre des gens que pour. Les sondages sur la même représentativité. Effectivement, il y a encore un an, il peut se passer des milliards de choses, et Dieu sait si au niveau politique vous êtes plus créatif que nous dans la pub, et que de dire à un moment, tout peut arriver. Donc c'est un sondage qui fait peur. On se rend compte que du côté du PS et de l'Émile Van der Velde, c'est la déroute complète. Et on se rend compte aussi que l'Écolo commence à faire des danses de claquettes devant tous les écrans de télévision. Et puis à côté de ça, il ne se passe pas grand-chose en fait. Donc on va retrouver les côtés classiques. On a deux vieux dinosaures ici devant nous de la politique et qui resteront... C'est très élégant, ça. Voilà, on le dit en riant. J'appellerais ça du harcèlement électoral. J'accepterais qu'on réclame... Voilà, je me retrouverai seul à seul en prison avec Viviane Tettelbaum avec un grand plaisir. Donc il faut être très prudent par rapport à ça. Et on s'est rendu compte... Les sondages ont fait preuve éclatante de non-vérité, que ce soit le Brexit, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France. Voilà, donc c'est vraiment... donc ça compte pas. Ça ne compte pas. Oui. Donc rien ne change. Francis Delperré, on a vu quand même qu'au CDH, le président a dit que maintenant il allait ouvrir une discussion, vous allez un peu reparler ensemble. Ça veut dire qu'on va refonder le parti, comme le PS aussi est en train de refonder son propre parti? Oui, on a parlé de parti traditionnel tout à l'heure. Oui. Je ne sais pas d'ailleurs très bien ce que recouvre cette expression, puisque le CDH, je crois qu'il a quoi? Il y a 15 ans qu'il a été créé. Il y a d'autres fonds baptismaux assez connus. Oui, sur les fonds baptismaux. En tout cas, moi,
s'il y a bien une chose que je n'ai pas fait, c'est être parlementaire du PSC. C'est vrai, vous êtes arrivé après. Il y a 12 ans que je suis en politique, hein, donc je suis un novice, moi, en tout cas par rapport à d'autres qui ont peut-être plus de carrière. Non, je pense qu'il y a un phénomène, d'ailleurs, qui dépasse un peu la Belgique, hein, d'avoir... aujourd'hui, en Europe, l'émergence de partis qui sont de droite, très à droite, parfois. Parfois aussi des partis qui sont de gauche, pas les socialistes, mais d'autres, spécialement en Belgique, à Bruxelles, c'est pas tellement des partis très à droite qu'on voit. C'est plutôt des partis plutôt à gauche. Oui, tout à fait. Non. Mais il y a en tout cas un contexte binaire qui est en train de s'installer et où les partis centristes sont peut-être un peu, disons, en plus grande difficulté. Maintenant, vous savez, moi, le vrai sondage, c'est toujours les jours de l'élection, avec ce fameux camembert que l'on voit le soir des élections apparaître sur nos écrans de télévision. Et c'est en fonction de ces résultats-là que l'on se dit quel est le gouvernement possible. Moi, vous savez, je ne suis pas obsédé par les élections. Je me dis toujours que les élections, oui, ça sert à désigner des parlementaires, et nous en sommes, mais les élections, ça sert surtout à composer un gouvernement. Et un gouvernement à combien? Avec qui? Avec des francophones, avec des flamands. C'est à ce moment-là que le travail politique véritable commence. Alors pourquoi le maire ne profite pas davantage de la situation? Quand même, finalement, vous êtes au pouvoir en Wallonie, maintenant ça a raté à Bruxelles, mais enfin, quand même, il y a eu du changement, et le maire n'en profite pas dans les sondages. Mais je ne suis pas tellement d'accord, parce que je pense que quand un parti est au pouvoir, c'est rare d'avoir des sondages qui soient excellents en permanence. Et donc, quand on voit qu'on se maintient, moi je pense que c'est pas si mal. On prend des décisions au niveau fédéral qui sont courageuses, qui sont parfois difficiles, mais qui permettent d'avancer. Il y a quand même la création de 130 000 emplois. Après, il y a des difficultés et on a effectivement aussi des retours. On a effectivement un ministre-président wallon qui est libéral. C'est la première fois, je crois, en Wallonie, à part les 8 mois sous le gouvernement d'Amso en 82. Donc, il y a quand même... voilà, la Wallonie était synonyme de socialisme jusqu'à peu. Mais moi, je pense que c'est peut-être pas tellement les partis, au-delà des partis traditionnels qui sont en crise. Ce que je pense qui est vraiment en crise, c'est cette coalition habituelle. Au niveau de la Belgique, où on avait l'habitude d'avoir côté néerlandophone, côté flamand, l'ancien CVP, CDNV aujourd'hui, côté francophone, les socialistes, avec les uns, avec les autres. Et donc aujourd'hui... On n'en veut plus. De toute façon, c'est plus le cas. C'est la NVA. Mais c'est ça que j'explique. Les libéraux ont été au pouvoir pendant 17 ans, en même temps que les socialistes un peu partout, etc. Au niveau régional, on n'est pas en Wallonie, mais à Bruxelles... Non. Mais à Bruxelles, on a été au pouvoir très peu. Au fédéral, on a été au pouvoir depuis 99 Oui, on est revenu au pouvoir là-bas, mais dans une coalition, parce qu'on n'est vraiment pas comme en France, dans un clivage net avec une alternance. On est toujours dans des coalitions. Et donc c'est vrai que ça se marque moins. Mais ce que je veux dire, si je peux finir ma phrase, c'est qu'au-delà des partis traditionnels, ce sont ces coalitions-là qui sont mises en difficulté, mais que par ailleurs, on a quand même une montée, d'une part du séparatisme, d'autre part du radicalisme, du populisme. Ce sont des discours aujourd'hui qui sont quand même aussi très effrayants, qu'on voit monter en puissance et par rapport auxquels beaucoup de gens ne sont pas préparés. Il y a Gabriel Lefebvre, séparatiste qui est au gouvernement. Vous ne parlez pas de la montée que je trouve assez extraordinaire des mouvements sociaux et citoyens qui eux aussi s'expriment, qui eux aussi critiquent le fonctionnement des partis dits traditionnels, parce qu'ils sont tous traditionnels, je n'en vois pas d'autres, puisque aucun alternatif n'est monté au pouvoir, donc ils sont tous traditionnels dans des fonctionnements traditionnels. Et ce qui est magnifique et qu'on ne met pas assez en avance, c'est précisément que les citoyens recherchent aussi d'autres voies, d'autres moyens d'expression, autres que les sondages qui, eux, sont manipulés, utilisés, enfin décortiqués d'une autre manière. Donc on verra au moment des élections. Donc c'est bien au moment des élections, sauf si les citoyens ne trouvent pas dans ce qu'on leur propose à élire
des personnes qui représentent vraiment ces mouvements qui sont très profonds et qui sont, à mon avis, je pense, plus importants même que les mouvements, chez nous en tout cas, que les mouvements qualifiés de populistes ou d'extrêmes, etc. Je vous laisse une phrase pour conclure, Francis Delperré. Le phénomène qui vient d'être décrit est intéressant parce qu'il y a toujours eu des mouvements sociaux à l'extérieur des partis politiques qui n'entrent pas dans le jeu mais qui éclairent. Il y a maintenant aussi le phénomène de mouvements sociaux dont on se demande s'ils ne deviendraient pas des partis politiques. Ça, ils feront les preuves du feu. Et alors il y a aussi le problème parfois de clubs, de tendances à l'intérieur des partis politiques. Groupons-nous et demain à l'intérieur du Parti socialiste, par exemple. Voilà, ce sont des tendances. Est-ce qu'il y aura un Groupons-nous et demain à l'intérieur du CDH? Non, pas. Et à l'intérieur du MR? Non, le MR est déjà passé par une refonte et on avance. C'est vrai qu'il y a déjà eu des problèmes internes, c'est vrai. Alors, je vous propose de passer à nos têtes d'affiche. C'est un brick visuel. Je vous propose à chacun d'entre vous 4 visages qui ont fait l'actualité. Vous en choisissez un, positif ou négatif. Vous faites des commentaires dessus. On va commencer par Francis Delperré, avec Pierre Alechinski, le peintre dont un tableau décore le bureau d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Pascal Smet, le ministre de la Mobilité qui était menacé de mort cette semaine. Olivier Minguin, président traditionnel de Défi numéro 1 dans le dernier sondage Libre-RTBF, ou encore Stéphane Moreau, le patron à moitié destitué de Netis. Alors, Francis Delperré, vous choisissez le peintre, le ministre, le président ou le patron? Moi, je choisis évidemment le personnage le moins politique, c'est-à-dire le peintre Alechinski, qui, je trouve, a une palette, des couleurs, des formes extraordinaires. C'est vraiment un artiste contemporain particulièrement important. Le cobra de la peinture. Voilà, le cobra, effectivement. Et pour vous, Viviane Tettelbaum, je vous propose tout d'abord Opaline Meunier, la leader estudiantine qui sera candidate CDH aux élections, encore une expert de perdu pour l'émission. Sacha, ce charmant gamin molenbeekois décédé des suites d'une longue maladie. Et Sophie Dutordois, nouvelle boss de la SNCB. Et Laurent Gerbeau, le chocolatier médaillé d'or. Alors, Opaline, l'étudiante. Sacha, ce charmant gamin qui avait déclenché un gigantesque élan de solidarité. Sophie Dutordois, la boss. Ou Laurent Gerbeau, le chocolatier. Sophie Dutordois, la bosse, parce que c'est bien d'avoir, comme je l'ai dit, des femmes qui soient des role models et qui permettent aux femmes, aux jeunes filles de se projeter dans des situations de pouvoir. Alors un débat particulièrement criant et délicat cette semaine, c'est la pauvreté, qu'on appelle aussi la précarité, la misère. Et mardi, on y a même consacré une journée. Et jeudi, c'était Pascal Peretta qui était licencié sans indemnité. Donc c'était vraiment la semaine où on parlait de précarité et de sans-abrisme. Reportage, c'était jeudi soir de Michel Gaillère et Charles Carpro. Pascal Peretta, licenciée du SAMU social et sans indemnité de départ, l'annonce est maintenant officielle. Elle vient du nouveau conseil d'administration. Depuis le début, il souhaite que l'ancienne directrice s'en aille sans toucher d'argent. Il lui fallait trouver des moyens dans le droit. En tout cas, on a eu suffisamment d'éléments que pour effectivement pouvoir mettre fin à son contrat de travail qui lui a été signifié effectivement. Une décision prise à l'unanimité du conseil d'administration qui se veut surtout un message à l'adresse du personnel du SAMU social. Les travailleurs de l'ASBL ont manifesté le 6 octobre contre le retour de leur ancienne chef. L'objectif maintenant, c'est de dire que le SAMU social continuera ses missions, des missions qui seront effectivement des missions immédiates de préparation du dispositif d'hiver. Nous devons travailler sereinement. J'ai envie de dire, le cas Madame Peretta est derrière nous, donc maintenant on pense à l'avenir. Pascal Peretta et son avocat ont reçu l'information. Ils se donnent une semaine pour réfléchir à une éventuelle action. Alors Gabriel Lefebvre, chaque fois que c'est l'année, la journée du refus de la misère, on dit c'est terrible, la misère à Bruxelles. Et on a l'impression que rien n'avance. Et au contraire, ça va de moins en moins bien pour cette partie des gens qui habitent Bruxelles. Ça fait presque 40 ans que je fais du journalisme, ça fait 40 ans qu'on parle de la misère, de la lutte contre la pauvreté. On a expérimenté à tous les niveaux de pouvoir quantité de solutions, mais il y a un problème absolument fondamental. Avec l'évolution du système économique, la redistribution de la richesse ne se fait plus comme il y a 40 ans. Voilà. Et les entreprises, dans le cadre mondialisé, ne créent plus suffisamment d'emplois. Donc la misère ne peut que s'accroître. Par contre, il serait intéressant de remettre en évidence
encore une fois, tout ce qui se passe, dont on ne parle pas assez, à savoir les alternatives à l'emploi. Par exemple, tout ce segment des entreprises sociales et solidaires qui peuvent créer de l'emploi et qui adapter à des personnes qui sont maintenant précarisées, toutes ces choses-là. Une limitation du temps de travail, je pense que ce n'est pas un simple slogan, c'est une véritable solution possible qui a été analysée, étudiée, tout ça. Et il est très dangereux de parler, par exemple, d'une solution, d'une fausse solution comme le revenu universel, parce que ça ne résout pas le problème fondamental, à savoir l'insertion de toutes les personnes, quelle que soit leur capacité dès le départ, dans un système économique dans lequel elles pourraient trouver leur chance. Donc, il faut continuer à aider, mais à aider sur des sujets structurels. Par exemple, l'aide au logement, c'est un domaine absolument fondamental, notamment à Bruxelles, où les gens payent des loyers démesurés, ce qui les empêche d'utiliser cet argent pour, je veux dire, consommer suffisamment, faire booster un petit peu non seulement la consommation, mais également la création d'emplois, participer à des entreprises, etc. et tout. Enfin bref, il faut, je pense, revoir certains modèles, à mon avis, parallèlement au système qui existe maintenant, bien entendu. Il ne s'agit pas de faire une table rase. Viviane Tettelbaum, qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité pour lutter contre la misère ? Ben, écoutez, je pense que d'abord, il y a différentes choses. Il n'y a pas une formule. On a entendu une espèce de liste de Gabriel Lefebvre. Oui, tout à fait. Alors, moi, je vais vous dire, moi, je vous suis en politique... Pas non plus depuis 150 ans, mais depuis une douzaine d'années également. Depuis que je suis en politique, le taux de Bruxelloises et de Bruxellois qui vivent sous le seuil de la pauvreté a doublé. Donc moi, j'entends parler aussi chaque année de pauvreté. On a des gouvernements dits de gauche qui sont là et qui n'arrivent absolument pas à trouver des solutions. Au contraire, la situation se détériore. Et donc, par exemple, je vais prendre un exemple sur le sans-abrisme. Nous, on plaide pour qu'il y ait des solutions qui soient structurelles, dans le genre Housing First, où on prend les personnes, on les sort de la rue, mais pas uniquement pour les mettre dans des logements d'urgence pendant la période hivernale, mais on va les accueillir, on va les aider à retrouver une vie, d'une part digne, mais d'autre part aussi une réinsertion professionnelle pour qu'elles puissent être autonomes et retrouver après cela un travail, et puis progressivement quitter le logement qui leur a été mis à disposition, offert pendant une période, et qu'elles puissent alors commencer à voler de leurs propres ailes. Or, on reste dans un système où le sans-abrisme répond de plus en plus et à l'aide d'urgence. Alors, il faut répondre à l'aide d'urgence. Moi, je ne dis pas qu'il faut arrêter l'aide d'urgence, bien évidemment, laisser les gens dans le froid et sans manger. Mais je pense que parallèlement à ça, si on avait depuis 15 ans mis en place quelque chose qui permettait à ces personnes de se réinsérer, on ne serait peut-être pas dans ce taux de misère avec des observatoires qui, chaque année, tirent la sonnette d'alarme sur d'autres enjeux. On va demander à Francis Delperret, puisque c'est une compétence CDH au gouvernement bruxellois, donc quelle est votre position là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut faire prioritairement? Sur le point précis que vient d'évoquer Viviane Tettelbaum, il est évident que Mme Frémaux, puisque vous dites que c'est une compétence CDH, prépare actuellement une ordonnance sur les sans-abri qui a justement pour objet de ne pas régler uniquement le problème dans l'urgence ou parfois l'improvisation et parfois aussi certains détournements. Non, elle veut évidemment prendre le problème en amont et de manière plus structurelle. J'ajoute peut-être une petite chose. Viviane Tettelbaum est députée régionale. Moi, je suis député fédéral. Elle est spécialiste des questions sociales. Moi, j'essaye d'être spécialiste des questions institutionnelles. Je trouve intéressant d'avoir mis ce débat sur la table, parce que, manifestement, les problèmes que nous évoquons ne peuvent être envisagés que si les compétences sont croisées. Je prends un exemple. C'est l'exemple de l'emploi que Gabriel Lefebvre évoquait il y a un instant. Chaque semaine, le Premier ministre monte à la tribune de la Chambre et dit « Le nombre des chômeurs diminue. » Le nombre des chômeurs diminue. Applaudissements. Et on constate en même temps que le nombre des personnes qui s'adressent au CPS dans chacune de nos communes est en augmentation. Autrement, c'est des vases communicants. Mais oui, mais on vire les gens du chômage pour avoir moins de chiffres, c'est que de la manipulation. Francis Delperret, la région bruxelloise aussi dit tous les mois que le nombre de chômeurs baisse. Oui, oui. Donc, mais les communes, elles, sont en première ligne, elles ont leur CPS, et on constate que là, le nombre augmente. Donc,
il faut envisager ce problème de manière la globale, plus globale qui soit. À Bruxelles, il y a quand même un adulte sur 5 qui vit d'un revenu d'intégration sociale. Il y a un jeune sur 4 qui n'a pas d'emploi et un enfant sur 4 qui vit sous le seuil de la pauvreté. Donc, je veux dire, c'est pas juste des chiffres. Après, il y a la création d'emplois d'un côté. C'est pas pour ça que le chômage dans chaque région. Je veux dire, c'est pas des moyennes. C'est pas une balance. L'un va compenser l'autre. Rapidement, d'une phrase. Éric Boschman puis Pierre Chaudoir. Le problème n'est pas plus simplement, enfin, il faut s'avouer, l'impuissance du monde politique par rapport à l'économique. Quand on voit aujourd'hui les entreprises qui sont transfrontalières, vous pouvez agir tant que vous voulez. Quand les bénéfices des grandes entreprises partent en Irlande ou ne sont pas taxés chez nous, il y a quand même un problème majeur de structure de société. C'est très très bien de suivre une école ultralibérale, mais il y a un moment, il faut se rendre compte que c'est pas viable. Au Chili, ça n'a pas fonctionné. Aux États-Unis, ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que ça marcherait chez nous? J'avais dit une phrase. Non. Bercolini. Moi, j'ai entendu que les entreprises ne créent pas assez d'emplois. Je ne suis pas spécialiste, mais je ne suis pas sûre que ce soit le rôle des entreprises de créer des emplois adaptés au marché. Je crois qu'il y a quelque chose dans l'adéquation des jeunes gens et l'école et des emplois qui sont demandés. On cite quand même assez souvent qu'il y a des emplois qui ne sont pas pourvus et il faudrait sans doute travailler là-dessus, je suppose. Moi, personnellement aussi, un tout petit truc dans la liste de Gabriel, je voudrais parler des addictions dans la pauvreté. Je suis bruxelloise depuis pas très longtemps maintenant. Je suis revenue à Bruxelles au printemps. Je vis à 1000 Bruxelles et je suis complètement scotchée par la prévalence des addictions dans mon quartier. Voilà. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Donc l'alcool, la drogue. L'alcool, la cigarette, les drogues, etc. Très très fort. Pierre Chaudoir. Je suis à l'initiative d'un petit frigo solidaire qui a peu d'importance. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on voit arriver, ce qui est plus inquiétant, des précarisés qui ont un job. Donc des indépendants qui sont dans le dur, et il y a des gens avec des emplois qui sont dans le dur parce qu'il est arrivé une misère, un accident de voiture, et ça c'est très inquiétant. Et il y a de nouveaux, entre guillemets, pauvres, on va appeler ça comme ça, mais c'est des gens qui ont du boulot, quoi, et qui n'arrivent pas à nouer les deux bouts. Et c'est fréquent. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Je propose qu'on passe à notre dernier sujet. On reviendra certainement sur ce sujet de la précarité dans une des prochaines émissions. Les traditions locales sont-elles en train de revivre? En tout cas, Éric Boschman, qui est ici avec nous, fait tout pour en tout cas. Dans ces livres de recettes que je vais vous présenter, il y en a un qui s'appelle Le goût des Belges. Et il y en a un autre qui s'appelle Le goût des Belges aussi. Et il y en a un avec des produits et l'autre avec des recettes. En fait, les recettes, j'en ai une là. Là, il y a le mocha au café avec des petits beurres, par exemple. Un truc léger. Il y a aussi le filet américain. Le chicon gratin. Très bon. Des trucs light et spécial bobo. C'est ceux-là que j'ai choisi. Et c'est pour l'hiver. Et en produits, il y a les choux de Bruxelles. Il y a le poulicroque. Donc ça, c'est peut-être de la gastronomie. Oui, de la gastronomie très fine. Et le chacha. Voilà. Donc ça sont des exemples de ce qui se retrouve de ces goûts que nous partageons tous, qui sont un peu la Belgique de papa, le Bruxelles de papa. On a tous ces goûts dans notre cerveau. En fait. Est-ce qu'elle est vraiment de papa, cette Belgique, ou est-ce qu'elle existe? Pourquoi il n'y a pas de maman, par exemple? Par exemple, alors, tu vas pas commencer. Est-ce qu'elle n'existe pas? Mais on a eu un peu de mal à le faire en écriture inclusive parce que ça faisait 12 000 pages en plus et personne n'y comprend rien. Donc, moi, je pense qu'il y a... Enfin, je suis pas sociologue, hein, j'ai déjà pas fait d'études, sinon je serais autre chose qu'un sommelier. Mais je pense globalement que plus l'idée de la Belgique disparaît, je veux dire, la Belgique est minée de l'intérieur par un mouvement séparatiste qui est au gouvernement aujourd'hui, et plus cette idée de la Belgique disparaît à l'horizon, plus les gens se raccrochent à quelque chose. Et il y a un autre mouvement dedans, et ça n'a rien à voir avec la Belgique, c'est un mouvement dans la gastronomie même. C'est plus on part vers des trucs qui font schmut, pouette, truc, et dont on a besoin de photographier le plat pour essayer de se souvenir de ce qu'on a bouffé une heure après, plus les gens veulent des choses juste basique. Comme le chicon gratin. Le chicon au gratin, c'est un truc de dingue. De temps en temps, je fais à manger pas trop parce que je suis pas très doué là-dedans, mais quand je fais des chicons au gratin, il y a des gens qui me disent ça fait 10 ans que j'ai pas mangé un chicon au gratin. Et tu te dis, mais c'est quand même pas compliqué à faire. Et les gens ne le font simplement pas parce que la cuisine est devenue un truc... Vous avez remarqué un truc, plus on parle de quelque chose dans les médias, moins ça existe dans la réalité. Jean-Pierre Coff n'a fait que vanter un truc qui n'existait pas en France pendant toute sa carrière. C'est la cuisine populaire traditionnelle. En France, dans tous les villages, il y a des camionnettes qui vendent du kebab, du couscous et des cornets de pâtes. Ça, c'est la réalité. Et chez nous, il y a une réalité populaire. Les gens mangent.
Et ils aiment ça. Alors, la Belgique de papa, Francis Delperrier vous a souvent critiqué en disant que vous étiez le héros de la Belgique de papa. Certainement pas. Un dinosaure. Certainement pas. Moi, c'est moi, L'incarnation de la Belgique. pas du tout. C'est moi qui ai plaidé la cause de l'État fédéral. La Belgique de papa, c'est la Belgique unitaire de 1830. Maintenant, j'adore le chicon gratin. Mais je n'y mets pas d'intention politique. J'adore les cuberdons et les pains d'épices. Et les chocolats, mais je n'y mets pas. Le cuberdon est brugeois ou gantois, ça dépend des origines. J'aime bien les gaufres de Liège, j'aime moins les gaufres de Bruxelles, je n'y mets pas d'intention politique. Viviane Tettelbaum, Belgique de papa, Belgique de maman, vous aviez réagi là. C'est peut-être l'occasion de changer de nom, c'est vrai. Voilà, moi, de toute façon, ce serait effectivement la Belgique de papa et maman, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle n'appartienne qu'à une partie des personnes vivant en Belgique. Mais moi, je suis très gourmande, donc moi, de toute façon, j'aime tout, jusqu'au chacha. Mais je pense que ce sont des vagues aussi. On a des vagues où on va vers la nouvelle cuisine, et puis on a le contrebalancier où on retourne vers la cuisine du terroir, ou la cuisine traditionnelle, la cuisine plus populaire, etc. Parce que je pense que beaucoup de gens en ont eu marre de manger 3 carottes au prix du salaire d'une semaine pour avoir faim 1 heure plus tard. Des gens mal payés. Mais donc, comment ? Des gens mal payés une semaine. En plus, voilà. Mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui revient à la mode. Et moi, je le sens très fort à XL, par exemple, où on a un attachement particulier à ces types de commerce où on retourne vers quelque chose de plus manuel ou de plus artisanal ou de plus social ou de plus typique. Maintenant, c'est pas facile à gérer parce qu'au niveau d'une commune, on n'a bien évidemment pas de levier pour intervenir entre un bailleur propriétaire. Je ne peux pas choisir les commerces, mais on voit aussi qu'il y a énormément de grandes surfaces qui prennent la place justement de ces petits commerces et de ces petits artisans. Donc c'est assez contradictoire entre ce que les gens ont envie et finalement ce qu'ils reçoivent dans beaucoup de leurs rues. Gabriel Lefebvre. J'ai eu l'occasion de visiter les productions des Restos du Cœur de Saint-Gilles et c'était Belgique de papa. C'était très très bon, très bien fait pour les plus démunis. Pierre Chaudoir. Mais simplement, on a vu que Lee Ekelborn, qui faisait un travail sur Bruxelles en 2025, on n'est pas loin, elle disait que le chicon deviendrait le produit à la mode et le saumon un produit banal. Ben, on y est. Donc, il suffit de voir le prix des crevettes grises, où il faut les acheter une par une et avoir un crédit sur 20 ans. Donc, on est dans ce contexte-là, quelque part. Donc, les produits disparaissent. Chicon saumon, c'est bon, hein. Oui. Moi, Colligny, moi je trouve aussi, j'ai l'impression, lisant ce qui se dit sur les blogs de retail, etc., les grandes tendances de la distribution, je lis que le mall c'est fini, le centre commercial c'est fini. Ils en construisent partout. Et on en construit partout en Belgique, donc Mais on a toujours un temps de retard. Oui. Puis il y a de nouveau des décisions politiques. On verra. Alors, on va passer à nos coups de cœur à présent. Et on va commencer par vous, Éric Boschman. Vous vouliez nous parler d'une journaliste blogueuse. Oui, je suis effaré qu'aujourd'hui, qu'il y a quelques jours, à Malte, qui est un endroit magnifique, une journaliste, en démarrant sa voiture, puisse être transformée en chaleur et lumière. Je suis effaré qu'on n'en ait pas fait plus de bruit. Quand cette opposante à Poutine a été assassinée chez elle, on en a fait... sans doute pas assez puisqu'elle est morte, mais on en a fait beaucoup. Ici, le truc est passé au bleu, ou pratiquement, on en a un peu parlé, mais pas beaucoup. On est en Europe, et qu'une journaliste, parce qu'elle a touché à quelque chose de sensible au niveau politique, on parle d'un gouvernement élu, peut-être démocratiquement, c'est pas à moi de juger, ces gens siègent au Conseil, au niveau de l'Europe, avec tous leurs collègues. Et il y a une nana qui explose parce qu'elle a touché à 2 ministres et un secrétaire d'État en disant qu'ils avaient des comptes au Panama. On est où ? On est revenu dans les années 30. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je trouve qu'on n'en ait pas plus parlé. Il n'y a personne qui s'est élevé contre ça. Il n'y a aucun petit drapeau sur Facebook qui a dit « je suis Malte » et autres conneries du genre. Et cette femme est morte, mère de 3 enfants, 53 ans, journaliste. Béa Colligny. Difficile après ça de parler de votre cercle. En plus, c'est scandaleux parce que ça va être complètement autopromo. Je voulais juste profiter de mon passage chez vous aujourd'hui pour vous annoncer que j'ai ouvert un cercle féminin
qui est un cercle féminin home-based, donc ça veut dire que c'est un lieu précis, je ne peux quand même pas donner l'adresse. Ça veut dire qu'on a chaque semaine des activités autour de femmes et d'hommes inspirants qui seront invités et qu'on pourra rencontrer. Je suis rassuré de savoir qu'il y aura des hommes, parce qu'un homme ouvrirait aujourd'hui un cercle réservé aux hommes, il se fait lyncher instantanément. Non, c'est un cercle dont certaines activités sont... Dans la on n'est seconde. pas des nonnes non plus. Hein. Oui. Pierre Chaudoir, vous vouliez parler d'un spectacle. Oui, c'est un seul en scène d'Adeline Dieudonné. Le premier spectacle, c'est toujours prétentieux de faire un seul en scène. Et c'est elle qui l'a écrit de et par Adeline Dieudonné, fille de Pierre Dieudonné, pilote automobile. Elle est gratuite, c'est la génération Y. Donc pourquoi Bonobo? Parce qu'il y a des jeunes qui ne pensent qu'à niquer. Et pourquoi Moussaka? C'est un peu ce qu'ils ont dans leur tête en restant dans le canapé tout le temps. C'est la confrontation des deux. C'est un spectacle, c'est à l'Océan le 27 et 28. Allez voir, c'est une super soirée. On en prend plein la gueule, on se reconnaît. Personnellement, si vous allez voir, je ressemble à Martin, comme ça vous le savez. Et alors, Gabriel Lefebvre, elle monte les marches d'un festival. Ah ben bien entendu, le Festival des Libertés, cela s'impose par rapport à plusieurs des sujets que nous avons traités ici. Et donc ce samedi soir, vous avez la pièce de théâtre Le 4e mur de Sorge Chalandon, à savoir Antigone, la pièce de Hanouille dans les ruines de Beyrouth dévastées, dans des communautés qui s'étripent à mort. C'est poignant, le livre est poignant, je vous le recommande. Et dimanche, pour revenir à certains des aspects que nous avons traités ici, il y a un débat sur la coopération comme alternative à la concurrence, à savoir tout ce qu'on peut faire en coopération au lieu de se taper dessus ou de se harceler entre le fort et le faible. Et moi, un peu de légèreté avec ce petit livre divertissant de Guy Birenbaum, le petit manuel pour dresser son smartphone, c'est aux éditions Mazarine. Quelques conseils et exercices pour se déconnecter, de bons conseils comme votre vie n'intéresse personne, adopter un chat plutôt que de partager des vidéos stupides de lolcats, ou se tenir droit en marchant sans se pencher sur son écran. Beaucoup d'humour et surtout beaucoup de mauvaise foi. Alors très rapidement, Viviane Tettelbaum, vous aussi un coup de cœur, quelque chose à faire à Ixelles ces jours-ci? Ah ben, quelque chose à faire à Ixelles certainement, puisqu'on vient d'inaugurer l'exposition de Robert Doisneau au musée d'Ixelles. Oui, très belle, il paraît. Voilà, et donc moi j'invite tout le monde à venir la voir. Et vous, à Woluwe-Saint-Pierre, Francis Delperret ou ailleurs, hein, est-ce que vous avez un conseil? Oui, Saint-Pierre, je pourrais aller me promener dans la forêt de Soigne dimanche, en espérant qu'il fasse beau. Oui. Ben, je ferai peut-être aussi la promotion du Parlement, puisque vous savez qu'il y a une exposition Super Démocratie, c'est le titre, avec des œuvres d'art qui viennent des Beaux-Arts, de Charleroi et d'Anvers. À voir. À la Chambre ou au Sénat? Au Sénat. C'est au Sénat, celle-là. Merci Je suis en pas tout cas. sectaire, hein. Oui, vous n'êtes pas sectaire. Très bien, bravo. Merci à tous, les invités politiques, les experts, et on se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, dans l'interview, je recevrai David Wetzmann, qui est échevin libéral à la ville de Bruxelles. Qui négociera en 2014